Vous avez remarqué, en fait, que nous sommes montés d'un cran, en fait, dans l'échelle sémantique en parlant de crack réglementaire. Alors, je vous rappelle qu'un crack, en allemand, c'est la catastrophe. Hein. Nous pensons, alors en fait, on avait fait un think tank, comme on a pu vous le dire tout à l'heure, nous pensons avec nos intervenants que les régulateurs commencent à douter, en fait, de leurs propositions. On le sent bien. On le sent bien que les textes ont des difficultés à recueillir un consensus politique, que les textes ont des difficultés à sortir, voire PRIPS, voire MiFID II, qui sont reportés d'un an. Ces mêmes textes sont de plus en plus lourds je dirais, à lire et difficiles à interpréter. Hein, je pense qu'on n'a pas donné assez d'informations aussi aujourd'hui sur ce sujet. Mais par exemple, sur CRR2, Michel Bilger, je ne sais pas s'il est dans la salle, me disait l'autre jour que CR2, qui est la réglementation sur le capital, en fait, ne peut se lire que je dirais, comme d'habitude, si vous voulez, en référence à CRR, que ça fait déjà 400 pages, et qu'aujourd'hui, si vous voulez, en prenant CRR et CRR2, on n'arrive même plus à mettre ça sur une clé USB. Exemple. Autre exemple, MiFID 2, aujourd'hui, ça représente 10 fois plus de pages que MiFID 1, dont j'ai parlé tout à l'heure sur les conséquences catastrophiques. Voilà. Alors, rajouter à ça, donc ça constitue déjà, si vous voulez, un premier élément de ce que j'appelle le crack réglementaire. La supervision qu'on a je dirais, qualifiée tout à l'heure d'éclatée maintenant. C'est Benoît de la Chapelle qui en parlait tout à l'heure. Contrôle de manière finalement tatillonne des textes qu'elle aurait dû en fait inspirer. C'était l'esprit de ce que disait Philippe Bordenave, et de plus en plus intrusive dans la gestion des établissements financiers, ça a été dit par Bernard notamment. Voilà. Alors, vous rajoutez à ce panorama général que la légitimité du FSB, du comité de Bâle, est maintenant contestée par les États. Hein, et c'est dans ce contexte que Donald Trump, dont on n'a pas assez parlé peut-être lors de la matinée, a pris le parti de lancer le refus de la régulation. Donc, soyons clairs, hein, le panorama de la régulation mondiale sur 2017 risque d'être considérablement bouleversé. Donc, moi, je dirais, si vous voulez, ce qui est intéressant, si vous voulez, avec cette affaire, c'est que finalement, on va peut-être s'en sortir au niveau européen. Hein, profitons de ce temps faible en fait, de la macro-régulation en fait, pour créer un vrai corps de doctrine européen, pour défendre les établissements financiers européens, voilà, définir des règles de gouvernance intelligentes. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas complètement idiotes, enfin qu'elles sont complètement idiotes, mais au moins elles n'ont pas été réfléchies complètement, je ne crois pas. Okay, et maintenant, si vous voulez, en ce qui concerne la production de textes, faisons court, efficace, cohérent. Prenons un exemple sur MiFID 2, si vous voulez, la transparence voulue n'est pas applicable dans l'assurance vie, n'est pas applicable non plus, par exemple, à l'épargne salariale. J'entends jamais parler de qui que ce soit de ce sujet-là. J'ai fini, Vincent. Donc, voilà. Donc, et puis, dernier point sur l'Europe, rapatrions l'ABE immédiatement. Hein, je pense que ça va de soi pour tout le monde. L'ABE est en Angleterre, elle n'a rien à faire en Angleterre maintenant. Donc, au-delà du sursaut européen que nous attendons et qui s'est manifesté dans les discussions de Bâle 4, hein, ce qui a été dit quand même tout à l'heure, c'est que dans Bâle 4, on a trouvé un front entre la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Commission européenne et le Parlement européen, ce qui est quand même nouveau, très intéressant. Au-delà de ce sursaut européen, je pense que ce qui est fondamental, c'est que, en fait, il faut comprendre que la régulation de la régulation reste à inventer.